Bonjour à tous, bienvenue, c'est vendredi, c'est l'équipe basket, le podcast de la réaction de l'équipe qui parle basket. Je suis Guillaume de Goulet et comme chaque semaine, nous allons plonger avec délice sur les parquets américains et français où c'est chaud bouillant ces dernières semaines. Playoff de Jeep Elite le soir, playoff NBA la nuit. Il faut une santé de fer pour ne rien rater de l'actu de la balle orange, avoir le cœur bien accroché et garder la tête froide pour éviter de faire une J.R. Smith. Coupable d'une bourde monumentale dans le match 1 de la finale NBA, l'arrière de Cleveland a peut-être condamné les Cavs, désormais menés 3-0 par Golden State avant le match de la nuit prochaine, à une nouvelle défaite en finale, ce qui serait la 3e en 4 ans pour les amis de LeBron James. Une santé de fer, le cœur bien accroché et la tête froide, je vous le disais. C'est aussi utile en ce moment dans les salles du championnat de France, où Le Mans et Strasbourg d'un côté, Monaco et Limoges de l'autre, se battent avec une intensité folle, plaçant aussi une grosse pression, on en reparlera, sur le corps arbitral en demi-finale du championnat. Pour parler de tout ça, un casting d'habitués, de vieux routiers du podcast déjà avec Amaury Perdriau et ses 190 heures de sommeil en retard. Salut Amaury. Salut, bonjour à tous. Notre doyen, lui, qui dort comme un bébé, Arnaud Lecomte. Salut Nono. Bonjour à tous. Et enfin, notre envoyé spécial permanent aux USA, le king du Facebook Live sur l'équipe.fr, Maxime Mallet, live from Cleveland, Ohio. Hello Max. Salut à tous, l'ensoleillé Cleveland aujourd'hui. Magnifique, ça change un petit peu alors. Voilà, vous savez tout, on prend une grande inspiration. 3, 2, 1, c'est parti. On va commencer par une question, messieurs, pour changer. Qu'est-ce que vous faisiez en juin 2007 ? Je vous vois que vous commencez à réfléchir. À mon avis, vous assistiez un petit peu narquois, peut-être, au sweep des Cavs de LeBron James face aux Spurs de Tipeee. Ce coup de balai, ce 4-0, c'est le dernier en finale NBA à laquelle on a assisté. Une finale NBA qui n'est pas très riche en coups de balai. Depuis 1947, il y en a seulement 8. La question est simple. On va peut-être commencer. Pour les Lakers, je crois. On va peut-être commencer, j'ai pas entendu. On va peut-être commencer par Maxime qui est à Cleveland. Est-ce que la nuit prochaine, on va pas assister au 9e coup de balai des Warriors face aux Cavs ? Ça paraît très probable, à minima très probable. C'est vrai que déjà, on va rappeler la petite stat qu'on a pas mal rappelé pendant ces playoffs. Les équipes qui mènent 3-0 sont invaincues, donc a priori pour 131-0 en leur faveur dans des séries de playoffs. Donc le titre n'échappera pas a priori à Golden State. Il n'y a pas la puissance de feu de l'an dernier. LeBron James l'a encore dit hier. Il n'y a pas la même atmosphère, un peu de rébellion et de confiance qu'il y avait les moyens de prendre un match qu'il y avait l'an dernier. C'est peut-être dû aussi au fait qu'il n'y a plus Kyrie Irving dans l'effectif et que, comme LeBron James l'a dit, a essayé de le dire subtilement, ça manque de soutien, de playmaker, de joueurs de talent pour matcher avec ces Warriors. Donc le sweep, c'est plus que probable. Et puis voilà, ça fait 11 ans qu'on n'en a pas vu un. Et c'est vrai que ça arrive tous les 6 à 10 ans d'habitude. Donc statistiquement, c'est pas illogique que ça arrive cette année aussi. On en parlait tout à l'heure dans les couloirs. Amaury, il n'est pas du tout persuadé, lui, que ça va faire sweep. Enfin, j'ai surtout l'impression qu'il n'a pas envie que ça fasse sweep. Mais bon, LeBron James, c'est pas Michael Jordan. En finale, il peut se faire sweeper, peut-être pour la 2e fois de sa carrière. Oui, c'est probable. Il y a une forte probabilité pour un sweep à 4-0. Après, ce qu'on s'est dit, et ce que je dis moi surtout, c'est que je trouve que ce serait pas mérité pour cette équipe. On leur a beaucoup craché dessus. On les a mis plus bactères. On s'est pas franchement régalé pendant ces playoffs avec les Cavs. Par moments, c'était un petit peu caricatural. LeBron James d'un côté, les autres qui regardent. Je suis d'accord. Il a fait des stats de fou, mais on n'a pas vu un basket de fou. Le basket qu'ils ont proposé sur ces finales, je trouve, a été bien différent des 3 premiers tours. Seulement, ils se heurtent à la meilleure équipe de la ligue qui a 4 joueurs All-Star pour jouer, quand en face, on a un LeBron James lessivé et des lieutenants sur lesquels on ne sait pas sur lequel compter match après match. Je dis juste que ce serait pas mérité pour cette équipe qui a quand même passé à une erreur près de remporter le match 1, ce qui aurait peut-être pas peut-être ou peut-être pas. Ça n'aurait peut-être pas changé. Smith ne shoot pas, il oublie de faire la passe au bon moment. Ça aurait peut-être même pas changé du tout la phase des finales ou le titre pour les Warriors, mais on aurait eu peut-être cette impression d'avoir une série plus accrochée. Le match 2, il n'y a pas de contestation possible. Le match 3, faut pas oublier que c'est accroché et que tout se joue sur un shoot stratosphérique de Kevin Durant qui prend ses responsabilités, et sans ce tir-là, les Cavs sont dans le coup. Ils sont menés 3-0. Ça aurait pu faire 2-1, ça aurait pu faire 1-2. Maintenant, à 3-0,
Est-ce qu'il faut leur souhaiter un 4-0 ? Je pense pas. Je pense que une victoire, ce serait voilà, pour la forme, mais au moins, ça viendrait récompenser aussi une équipe qui s'est reconstruite au mois de février, qui a eu du mal à trouver des joueurs performants dans les moments chauds. Ça, c'est problématique quand même, non ? Reconstruire une équipe, on en a déjà parlé à plusieurs reprises dans ce podcast, mais rebâtir son équipe au moment du All-Star Break pour aller chercher un titre NBA, c'est quand même un petit peu gonflé. Moi, je pense que c'est effectivement pas le finaliste le plus glorieux de l'histoire de la NBA, ou en tout cas de l'histoire récente, parce qu'en effet, c'est une équipe qui a eu une construction chaotique et qui, quelque part, est là un peu miraculeusement, quoi, dans un sens, grâce à un Messi qu'est LeBron James. Bon, une fois qu'on a dit ça et on l'a dit suffisamment, bon, on va peut-être pas les accabler non plus. Je suis assez d'accord avec Amaury quand il dit le sweep serait pas mérité sur ce qu'ils ont montré dans le jeu depuis le début de cette finale. Je crois que là-dessus, tu as raison, et qu'effectivement, ce serait sympa pour eux de prendre un match. Malgré tout, j'y crois pas une seconde pour une raison très, très simple à comprendre, c'est que je pense que le fait d'être à 3-0, même à la maison, je pense qu'ils ont vraiment pris là le dernier coup sur la tête, quoi, sur ce shoot de Durant, parce qu'ils sont effectivement dans le match et ils méritent presque autant de le prendre que les Warriors sur ce match-là. Mais là, ça a été le coup de grâce quelque part. Donc j'ai du mal à les voir se remettre de ça, sachant qu'en effet, les statistiques, elles seront pas battues cette année, hein. Évidemment, les Warriors vont être champions. Alors évidemment, l'idée, c'est de prendre un match comme l'année dernière. L'année dernière, Max l'a rappelé tout à l'heure, c'est pas du tout les mêmes Cleveland Cavaliers. Il y avait quand même un certain Kyrie Irving pour aider un petit peu LeBron qui a l'air quand même bien fatigué là sur cette fin de série. Alors on l'a dit 15 fois qu'il était fatigué pendant ces playoffs, et il s'est relevé 16 fois, donc on va peut-être pas trop s'avancer là-dessus, mais moi je crois pas. Je pense que voilà, la finale quelque part dans leur tête, elle est un peu finie. Alors si ça se trouve, ils vont passer. Moi j'ai une autre un petit pavé dans la mare à jeter, qui est-ce que l'intérêt général n'est pas de revenir à Golden State, parce que cette finale, si elle se termine ce soir, sera l'une des plus brèves de l'histoire de la NBA, des finales NBA. Elle aura duré 8 jours. C'est très peu. C'est pour ça que j'aimerais bien avoir l'avis de Max sur ce sujet-là. Est-ce qu'aux États-Unis, Max, c'est arrivé dans le passé que des questions se posent autour de la volonté de la Ligue, des Warriors, de faire prolonger un peu le plaisir et rajouter un match à la maison, c'est dimanche soir, je pense, le match 5, c'est ça. Est-ce que c'est quelque chose qui se discute, qui se dit en ce moment autour de cette finale ? Le match 5, ce serait lundi soir. Pardon, lundi soir, peu importe. Non, pas trop. Il y a un truc qu'on ressent du côté des Warriors, qui est dit selon les personnalités, qui est plus ou moins affiché. C'est que l'an dernier, ils ont raté les playoffs parfaits. Ils étaient en place pour faire un 16-0 en playoff. Ça leur a échappé sur un match de dingue des Cavaliers qui avaient réalisé un 24/45 à 3 points pour remporter le match 4. Ils avaient battu tous les records, c'était complètement fou. Donc ils les avaient privés de ces playoffs parfaits. Et donc on sent qu'ils ont envie cette fois de le faire, le balayage. Et je pense, c'est un peu moins dit, mais je pense que aussi on entend tellement de bien de LeBron, tellement de qualificatifs admiratifs de LeBron, que je pense qu'ils se disent que s'ils le balayent, ils en entendront un petit peu moins parler et qu'on parlera uniquement d'eux. Et pourtant, ce dont on entendra parler, c'est quand même de la perte financière que ça engendre ne serait-ce que pour Golden State en cas d'un match 5 ou Cleveland un match 6. Enfin, j'avais lu un article l'année dernière déjà sur ce sujet, puisqu'on était dans la même situation. C'est des millions de dollars de perdus, à la fois pour le marketing des deux franchises et de la Ligue. Donc, et ça transpire pas du tout dans les discours. Non, parce que en fait ils ont perdu, ils vont perdre de l'argent si ça se termine, mais il y a déjà eu plus de rentrées d'argent que l'an dernier parce que les finales de conférence ont été disputées. Que ça aille au match 7, ça a rapporté pas mal d'argent à tout le monde. Ça peut même avoir un petit impact d'ailleurs sur le salary cap. C'est des choses qui rentrent en jeu dans les revenus et qui donc a un impact sur le chiffre de salary cap. Donc financièrement, le fait que les finales de conférence aient été longues,
fait qu'une finale NBA plus courte, ça a un impact. Bien sûr, il serait pas contre faire rentrer quelques millions, mais c'est pas si grave quoi. que ça. C'est pas un enjeu gigantesque, moins qu'on pourrait le penser, quoi. C'est ça que tu veux dire. Ouais, non, voilà, moins l'an dernier, moins cette année que l'an dernier. Et puis je pense que c'est quelque chose que les joueurs, ça leur passe. J'imagine aussi que la NBA doit assurer ce genre de choses. C'est-à-dire, elle doit être assurée sur le nombre de matchs, les éventuelles rentrées, et qu'en cas de manque à gagner, c'est l'assurance qui complète. Ça semble assez logique. Oui, je sais pas. Après, ils font tellement d'argent que voilà, même s'il y a 3, 4, 5 millions, c'est pas. Les équipes NBA, elles roulent sur l'or, donc c'est pas forcément un enjeu. Il n'y a pas forcément un enjeu de vie ou de mort, de développement ou dans la ligue là-dessus. Pour revenir davantage à la finale et au jeu, il y a aussi l'aspect, peut-être un aspect émotionnel. Ça pourrait être, lors du match 4 la nuit prochaine, ça pourrait être le dernier match de LeBron James à Cleveland. Est-ce qu'on on en parle beaucoup en revanche là-bas? Oui, ça fait, c'est vrai que c'est une des questions. Est-ce que c'est le dernier match? C'est vrai que j'ai pas vu passer les prix des billets de ce match 4, mais c'est vrai que le match 3 c'est assez cher. Voilà, était très peu cher le match 3 par rapport aux années précédentes. C'était sévèrement en baisse. Et donc voilà, là, il y a une attente. Est-ce que c'est le dernier match de LeBron? Sachant que cette fois, l'ambiance est différente de son départ de 2010. Il a rapporté un titre. Tout le monde est bien conscient que sa relation avec le propriétaire Dan Gilbert est très mauvaise. On a vu leur poignée de main assez glaciale après la finale de conférence. Donc c'est vrai qu'il y a cette question-là et tout le monde s'interroge sur où il va aller. Donc selon les médias américains, on vous donne déjà une liste des équipes où il a une chance d'aller, de pas aller. Les médias français aussi. C'est le sujet, presque qui commence à dominer les choses et qui va, une fois qu'on aura célébré la performance des Golden State Warriors qui seront champions, ce sera le sujet qui va occuper quasiment pendant un mois toute la planète NBA. Mais est-ce que justement, pour revenir sur le terrain, voilà, c'est peut-être ça qui va justifier que Cleveland va aller chercher ce match 4 pour offrir une sortie victorieuse à LeBron sur son terrain. C'est peut-être pas important, c'est peut-être pas grand-chose, mais il a mis tellement de cœur à revenir dans cette ville et à prouver qu'il voulait terminer en beauté face à son public. Bon, peut-être les Warriors ont pas cet intérêt à aller protéger un 16-0 sur les phases finales. Donc, est-ce qu'ils vont pas aborder ce match 4 en se disant bon, si on perd, c'est pas grave, on ira chercher titre à la maison. Et un gars comme LeBron qui va peut-être trouver 2-3 points d'appui comme il a eu sur le dernier match. Il a eu Rodney Hood, il a eu Kevin Love. Bon, voilà, ils vont peut-être pas tomber sur un Kevin Durant à 43 points et qui plante tir de loin sur tir de loin. Donc. Ouais, mais ce sera peut-être Klay Thompson ce soir ou Stephen Curry. Qu'on n'a pas beaucoup vu, Klay Thompson, depuis le début des finales. Qu'on n'a pas encore beaucoup vu, effectivement. Et puis, voilà, on sent bien qu'ils sont quand même au-dessus et qu'il suffit qu'en effet, il y ait un petit ressort qui soit cassé du côté de Cleveland. Alors après, qu'il y ait les motivations de toute la ville, de la salle, de toute la franchise et des joueurs, bien entendu, pour offrir à LeBron une sortie un petit peu plus digne, on va dire, qu'un sweep. Ça, je pense que oui, évidemment. Maintenant, c'est pas parce qu'on le désire qu'on peut le faire, quoi. Et c'est toujours ça le problème. Et pour revenir à ce que j'évoquais, à savoir, est-ce que tout le monde n'a pas intérêt à ce qu'il y ait un 5e match? On parlait des joueurs qui, effectivement, eux, comme disait Max, eux, ils ne pensent qu'au sweep, les joueurs des Warriors. Oui, ça vient pas des joueurs, ce genre de choses. Évidemment qu'un joueur, quand il rentre sur le terrain, c'est pour finir une finale. On va pas prendre le risque. C'est impossible d'imaginer des joueurs rentrant sur le terrain en se disant bon, après tout, on a un match 5, c'est pas grave. Mais ça, c'est inconscient. Mais se dire, il faut, parce que pour les intérêts économiques, pour l'intérêt de notre franchise et de notre ligue, il faut qu'on rajoute un match, c'est pas imaginable. C'est pas les joueurs qui pensent ça. Par contre, l'environnement de la franchise, ouais, les gens du club, et Dieu sait que dans une franchise NBA, il y a un monde fou autour des joueurs. Il y a des tas de types en costard qui se baladent de partout, et c'est ces gens-là qui, quelque part, peuvent créer une atmosphère qui ne sera pas une atmosphère de gagne, de vouloir aller à tout prix chercher le trophée ce soir, d'être couronné devant son public, d'être couronné devant, en remplissant encore une salle de 18-20 000, comme c'est le cas à l'Oracle Arena, pourquoi pas aussi de gratter un peu plus de revenus publicitaires, enfin tout ce qu'il y a autour qui est gigantesque en termes de monnaie.
fait. Voilà, moi je pense que cet environnement-là peut favoriser ça. Après, je ne dis pas que c'est pas une théorie du complot que je suis en train de développer, hein, mais je pense que ça a toujours été ça. Il y a toujours eu des discussions autour de ça, et on peut imaginer qu'à 3-0, la NBA se dise on prendrait bien 2-3 jours de plus, quoi, hein, pour faire tourner la machine, quoi. Enfin, une chose est sûre, c'est la dernière finale Golden State Cleveland à laquelle on assiste. Ah, ça c'est intéressant comme. Si LeBron s'en va, oui, effectivement. Même s'il reste. Ce nouveau titre, pourquoi tu dis ça, Henri? S'il reste, ça va dépendre de tellement de choses. C'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte, il y a un point qu'on a peu abordé, mais qui est très criant sur cette finale, c'est le niveau de coaching de Tyronn Lue, qui était abyssal. Des non-prises de décision, des choix, notamment sur ce match 3 où, par exemple, Maxime me corrigera, mais je pense que les spécialistes américains, notamment Van Gundy d'ESPN, tensaient un peu les Cavaliers pour leur incapacité à changer leur type de défense sur Kevin Durant quand on est face à un joueur qui plante 43 points. La non-prise de temps mort qui a donné lieu à une image incroyable de LeBron James à la fin du temps réglementaire du match 1. Enfin, il y a ce problème de gestion d'effectifs, parce que Rodney Hood, on n'en parle pas. Ce gars-là plante 15 points dans le match 3, on ne le voit pas pendant les 7-8 matchs précédents. Il ne sort pas nulle part, il a quand même des références quand il arrive à Cleveland. On ne peut pas l'enterrer comme ça et ne pas lui donner sa chance à un moment donné pour essayer de... Donc, dans l'encadrement... Sur Hood, pardon, oui. Sur Hood, la critique est assez injuste, je trouve, sur ce point-là, parce qu'au contraire, c'est un gars qu'il a laissé très longtemps sur le terrain alors qu'il était catastrophique. Il y avait même eu un moment un peu tendu en conférence de presse avec un journaliste de Cleveland sur le sujet. Hood, il a vraiment essayé longtemps de le garder, de lui donner de la confiance. Le joueur lui a pas rendu, et puis bon, par contre, là, quand il est revenu, c'est vrai qu'il a fait un match vraiment à son niveau. Mais voilà, sur Hood, il avait refusé de revenir dans du voilà, il avait refusé de rentrer dans un quatrième quart-temps, et c'est vrai que ça avait un peu fait grincer des dents. Ça avait contribué à des tensions. Il faut avouer que la gestion de ce cas, elle pose question quand même. Après, voilà, tout le monde dit, de toute façon, c'est LeBron qui gère l'équipe et Tyronn Lue qui fait les changements. Mais bon, Tyronn Lue, il fait les changements. C'est lui qui sait combien il reste de temps mort. C'est lui qui doit savoir se dire, à tel moment, je vais quand même me faire jouer 5 minutes, peut-être en fin de deuxième ou en fin de premier quart. Enfin, moi, autour de cette franchise, si LeBron devait rester, il y a beaucoup de choses à changer. Un casting à revoir. Donc, à côté de ça, l'année prochaine, on aura un Boston au complet. On aura Philadelphie qui va continuer à grimper. Je pense que la suprématie de Cleveland à l'Est touche à sa fin. Pour se projeter un petit peu plus, comme le fait Amaury, cette fois davantage du côté des Warriors, ce nouveau titre, 3e titre en 4 ans, a priori pour Golden State qui se dessine, à quelle place, tout simplement, dans l'histoire de l'NBA, est-ce que ça placerait la franchise californienne ? Tout dépend s'ils sweep ou s'ils vont au bout des 7. Non, je plaisante. Que dire ? Déjà, d'un point de vue factuel pur, les Warriors, dans toute leur histoire, ça a été d'abord les Philadelphia Warriors, puis les Golden State Warriors. San Francisco Warriors. Les San Francisco Warriors, pardon. De rien. On s'y je me souviens plus très bien. Obtiendrait un 6e titre la nuit prochaine ou dans les jours qui viennent, qui les placerait au niveau des Chicago Bulls. Ça parle, ça, quand même. Alors, même si, effectivement, c'est 6 titres qui seraient vraiment espacés de 70 ans, hein, je crois. Premier en 47. En 1947. Première saison de la NBA. Première saison de la NBA, c'est à savoir. Voilà, si la NBA fermait ses portes au mois de septembre, pour une raison ou pour une autre, les Warriors auraient le premier et le dernier titre de l'histoire de la NBA. C'est anecdotique, bien sûr, mais... Tu patines un peu. Prenez-le comme ça. Et non, tout ça pour dire qu'effectivement, ils seraient juste derrière les Celtics avec 17 titres, et les Lakers qui ont un titre de moins d'ailleurs que les Celtics, 16, et les Chicago Bulls 6, et donc les Warriors 6, qui seraient assez... Plus que les Spurs. Ils dépasseraient les Spurs cette année. Le 3 sur 4 ans est quand même à souligner. Et c'est évidemment le 3 sur 4 ans qui est intéressant, parce que le titre de 47, c'est plus vraiment les mêmes personnes, c'est leurs arrière-petits-fils, donc effectivement on va pas comparer ce qui est pas comparable, mais c'est vrai que sur le 3 titres en 4 ans, le début d'une dynastie comme les Américains, marque les espoirs. Ouais, probablement, parce qu'elle est pas prête de s'éteindre, hein. On voit bien que quand même ce sont des joueurs qui sont encore très jeunes pour la plupart, donc ils ont au moins 2-3 années devant eux, pour en gagner d'autres, ce qui veut pas dire qu'ils les gagneront, mais ils ont 2-3 années devant eux pour en gagner 7, 8, 9, pourquoi pas. Ça aussi c'est un débat, Max, la place déjà éventuelle des Warriors
Warriors dans l'histoire de l'NBA. On sait que les Américains, notamment les journalistes américains, sont très friands de ces classements, de ces mises en perspective. Oui, la dynastie, ça va être on commence à le voir sur les sites, dans les journaux, et puis ce sera, je pense, une bonne partie de toutes les questions une fois qu'ils auront le titre en poche. La dynastie, la place, dans l'histoire face, aux Bulls de Jordan, aux Celtics de Russell, et puis aux Celtics de Bird, aux Lakers de Magic. Il y a toutes, j'en oublie peut-être d'autres. C'est vrai que pour les Spurs, ça a toujours été une des questions, parce qu'il y en a qui ont posé en principe que pour être une dynastie, il fallait avoir gagné au moins une fois 2 ans de suite, parce que les Spurs n'ont jamais fait. Donc voilà, il va y avoir tous ces débats-là vont être relancés, et donc 3 titres en 4 ans, c'est vrai que c'est rare. Et je pense que 4 finales surtout, 4 finales en 4 ans. Voilà, mais tout le monde, je pense que le 4 finales, ça va être quelque chose qui, entre guillemets, leur sera reproché, parce qu'on leur reprochera d'avoir perdu une finale après avoir mené 3 victoires à 1, ce qui est jamais arrivé. Donc ça sera, je pense, quelque chose qui sera autant positif d'avoir 4 finales que négatif d'avoir perdu cette 4e finale qu'ils auraient jamais dû perdre. Il y a aussi d'autres finales qu'un autre club n'aurait jamais dû perdre, c'est Strasbourg. 5 finales de suite perdues en Jeep Elite. Vous avez vu la transition brutale, absolument. Aussi brutale que 5 défaites de suite pour la SIG. La SIG qui pour le moment n'est toujours pas en finale du championnat de France, qui était présentée en début de saison comme la grosse Armada, 2e plus gros budget de l'histoire avec l'Asvel, qui faisait partie clairement des favoris, qui patine un peu face au Mans en demi-finale, qui s'est retrouvé en situation délicate, mené 2-1, qui a été arraché le match 4 sur le parquet du MSB jeudi soir, et qui va donc disputer un match 5 demain au Rhenus. Strasbourg n'a pas d'autre choix, Arnaud, je sais que c'est une équipe que tu aimes bien, que tu suis beaucoup, n'a pas d'autre choix que de gagner cette année pour qu'on arrête de leur casser les pieds avec cette malédiction des finales. De toute façon, oui, ils sont tous les ans maintenant obligés de gagner pour enfin effectivement hisser le trophée chez eux. La situation a été compliquée ces derniers jours. Ils ont bien démarré les playoffs avec un quart de finale vite expédié contre Nanterre. Derrière, ils ont assez nettement dominé Le Mans sur le match 1 à Strasbourg. Et puis 2 jours après, patatras, ils se prennent les pieds dans le tapis contre Le Mans, donc au Rhenus, qui perdent l'avantage terrain. Ils reperdent le match 3 au Mans, et assez nettement une belle gifle où rien ne fonctionne, tout était à l'envers, etc. On se dit, oulala, ça sent très mauvais encore. Strasbourg est en train de refaire le coup des finales précédentes, à savoir de craquer probablement mentalement et après craquer sur le terrain. Et puis non, ils se sont magnifiquement repris hier soir en retrouvant totalement leur jeu. Donc ils reprennent l'avantage terrain. Ils ont un match 5 à la maison samedi soir. Donc ils ont les cartes en main logiquement pour finir le travail et aller en finale pour la 6e fois d'affilée. Reste que Le Mans n'a sûrement pas abdiqué, que Le Mans a gagné une fois là-bas, le match 2 donc, qu'il n'y a pas de raison que Le Mans ne soit pas capable de leur poser de nouveau les problèmes, si ce n'est peut-être une usure physique. Il est probable que l'effectif Manceau est moins, a moins de ressources. Il est plus court. Il est bien plus court. Et puis Le Mans a quand même beaucoup donné, notamment il y a certains joueurs qui ont joué énormément, notamment Justin Cobbs, qui le meneur de jeu, qui a quand même la balle en main en permanence, qui est quand même le meilleur joueur probablement avec Travis du Mans en ce moment. Et Cobbs, hier il a peut-être joué un poil moins, mais il est à 35-36 minutes de moyenne, quoi. 37 minutes hier. 37 quand même, ouais. Donc on a l'impression qu'il joue un peu moins, mais non, il est toujours sur le terrain. LeBron James du MSB. Donc il y a peut-être que là ça va coincer à ce niveau-là. Reste que Strasbourg est fragile parce que comment on l'explique ça? D'abord et avant tout parce que son meilleur joueur est pas sur le terrain en ce moment. Louis Laberry est absent pour des raisons médicales. On n'est pas sûr du tout, et même on peut penser qu'il sera pas de retour cette saison. Donc en cas de qualification en finale, ce sera compliqué, ou alors vraiment tout à la fin des finales. Mais c'est juste leur meilleur joueur, tout simplement. Donc fatalement, quand vous êtes privé de votre meilleur joueur, c'est pas LeBron James ni Stephen Curry ou Kevin Durant, certes, mais néanmoins il pèse énormément. Il a beaucoup d'impact dans le jeu de Strasbourg parce que c'est un élément un peu énergisant à l'intérieur, avec
un jeu intérieur qui est basé sur Labéry et Bilan, c'est-à-dire deux joueurs très complémentaires. Miro Bilan, qui est un pivot croate très académique, qui joue au sol, etc., avec des mouvements de pivot très techniques. Les deux sont très complémentaires. Bon, bah voilà, il n'y a personne pour faire le job de Labéry, et forcément, Strasbourg devient fragile. Et hier soir, Strasbourg sauve sa peau en étant assez adroit. Et c'était le cas de Bilan qui finit quand même à 10 sur 10 et Bost à 8 sur 12. C'est pas donné de reproduire ça tous les soirs en Pro A. Donc c'est pas parce que Strasbourg sera à domicile pour le match 5 qu'ils sont à l'abri, ils partent avec un petit avantage, mais on sait très bien que dans ce championnat, c'est uniquement un avantage vocal. Juste un petit truc supplémentaire, c'est que Le Mans a effectivement réussi à limiter et même à étouffer un peu Bilan sur les matchs 2-3. Ça veut dire que Le Mans a l'antidote. Ils l'ont déjà fait sur 2 matchs. Alors ils ont aussi pris 2 gifles par Bilan sur 2 matchs, mais après tout, est-ce que samedi soir, ce sera plutôt Le Mans qui arrivera défensivement à s'adapter? Est-ce qu'ils vont essayer de doubler davantage mais avec le risque évidemment que les shooters de Strasbourg soient libérés, et on sait qu'il y a du lourd entre Logan Leloup qui renaît un petit peu là sur les 2 derniers matchs. Et d'autres. Donc toute l'équation, elle est là. Ça va être de toute façon probablement le tournant, la clé absolue de ce match 5, c'est la capacité de Bilan à renouveler la performance d'hier. Alors, une petite question. Vas-y, Max. Non, je voulais savoir en termes d'image par rapport au public français, et aussi en termes de mental, on va dire, à l'intérieur de la franchise, je parlerai du club de Strasbourg. Qu'est-ce qui serait le plus dur à vivre, vous pensez, de sortir dès les demi ou de vivre une nouvelle désillusion en finale? Moi, j'ai l'impression que... Non, je vais être un peu taquin, mais je me dis, au moins, on ne pourra pas aligner 6 finales d'affilée perdues si jamais Strasbourg est sorti dès demain soir, quoi. Voilà, ça restera 5. Bon, c'est toujours mieux que 6. Mais bon, il est évident que eux, ils vous diront quand même qu'une finale, il faut y aller. Ce serait pas mal quand même d'être en finale après avoir été mené 2-1 contre le Mans en demi-finale. Ça démontre quand même que ils n'ont pas travaillé pour rien toute la saison. Voilà, donc je pense quand même qu'ils préféreraient avoir une finale. Alors après, évidemment, la perdre, ce serait encore une catastrophe. Ce serait même, voilà, je n'ose même pas penser qu'ils puissent perdre une 6e finale d'affilée, parce que waouh, qu'est-ce qui va se passer, quoi? Comment on peut réagir à ça? Comment on peut se remettre de ça? C'est quand même oublié. Enfin, il faudra penser à quel adversaire en face en finale. Hein. C'est jamais donné. Ah non, mais bien sûr que non. Mais je ne dis pas qu'ils vont pas le faire, ou qu'ils vont gagner forcément la finale s'ils la jouent. Je dis simplement, waouh, s'ils la perdent, celle-là encore, et pourtant, oui, il faut penser à cette hypothèse, forcément. Mais eux, ils vont pas y penser, ils vont pas l'attaquer en y pensant. Mais c'est évident que ça va faire très très mal parce que 6 finales d'affilée, est-ce que c'est arrivé dans le sport professionnel? 6 finales de suite, non. Non, perdre 6 finales de déjà suite, 6 finales de championnat, ça serait... Déjà 5, c'est énorme, mais alors 6... Ce serait compliqué. On pourrait avoir une finale inédite, un Strasbourg-Monaco, ou une finale qui serait une réédition de 2014 et de 2015, Strasbourg-Limoges, par exemple. Pour l'instant, Limoges et Monaco c'est pareil, au coude à coude. Monaco a une petite victoire d'avance avant le match de ce soir, qui va disputer sur le parquet du CSP. C'est une série extrêmement tendue, on n'y voit pas vraiment du beau basket. C'est extrêmement contesté des deux côtés, c'est extrêmement contesté aussi à l'encontre des sifflets, des arbitres. La question est simple, messieurs, est-ce que les arbitres de la JP Elite sont au niveau des demi-finales du championnat de France? Est-ce que les polémiques qui entourent la série entre Monaco et Limoges est méritée? Il faut revenir d'abord sur les propos de Paul Lacombe à la sortie du match 3 qui se permet une sortie en disant grosso modo que son équipe n'a pas perdu contre Limoges mais face aux arbitres. La seule stat évocatrice, c'est que sur ce match-là, Monaco prend 35 fautes contre 21 je crois à Limoges, et ces 35 fautes engendrent 35 lancers francs. Au-delà de ces chiffres-là, je pense que la réaction de Lacombe, elle se fait à chaud.
dans l'énervement d'un match qu'ils ne doivent pas perdre. Donc ils doivent plier cette demi-finale sur ce match-là. Et dès la mi-temps. Dès la mi-temps. Ils ont 17 points d'avance peu avant la fin de la première mi-temps. Donc l'équipe explose en vol à Beaublanc. Ils se retrouvent à se retourner contre les arbitres et à contester chaque coup de sifflet, et ça se termine par un coup de sifflet peut-être pas mérité à l'encontre de Mam Jaite, de ce que je crois comprendre. Mais le coup de sifflet, il est donné, c'en est un parmi d'autres. Et dans le basket, que ce soit amateur ou professionnel, on sait tous très bien qu'une fois que l'attitude, que le message qu'on fait passer sur le terrain aux arbitres est négatif, c'est pas forcément une prise en grippe, mais la balance, elle penche forcément un petit peu. Donc, t'as pas répondu à la question. En fait, ma réponse c'est est-ce que la question elle doit vraiment se poser sur le niveau des arbitres plutôt que simplement sur ce match vraiment à part, où il y a eu peut-être un déséquilibre flagrant ou pas, ou ressenti par les joueurs, mais ça ne traduit pas forcément. Est-ce que Arnaud, ce ressenti de Paul Lagaupe, des Monégasques en l'occurrence, il n'est pas aussi lié peut-être au ressenti que globalement Monaco sent à son encontre dans le championnat de France? En gros, Monaco ne serait pas à sa place. C'est un ressenti qui est partagé par les joueurs, ça, et par le staff. Il y a probablement une part de parano. Clairement aussi, parce qu'effectivement Monaco est un peu, on a fait un papier dans l'équipe il y a quelques jours pour dire que le Monaco se sentait peut-être un peu mal aimé, que c'est un club un petit peu qui arrive de nulle part, un club champignon comme on dit, qui s'est construit à base d'argent venant d'un mécène ukrainien inconnu, ou presque, en tout cas en France c'était inconnu. Bon, ça sent un peu le soufre, c'est pas très clair, c'est Monaco, c'est vu forcément comme des nouveaux riches, de l'argent un peu artificiel, dans une salle, un club qui n'a pas vraiment de passé, en tout cas qui n'en avait pas ces 20 dernières années, puisqu'il avait déjà joué au basket au plus haut niveau, Monaco, mais bon, ça avait été assez relativement éphémère. Bon. Donc il y a forcément, dans le reste, connaissant un peu ce milieu, dans le reste du championnat de France, il y a de la jalousie, ça s'appelle pas autrement, faut pas se mentir, il y a de la jalousie, et puis voilà, donc forcément, dès qu'il y a des choses un peu ambiguës, on va toujours penser plutôt du côté de là aussi du complot que garder raison en analysant les choses. Donc je pense qu'effectivement il y a une part comme ça, et que forcément les joueurs de Monaco quelque part ils sont un peu conditionnés et qui se disent de toute façon on ne nous aime pas, c'est nous contre la terre entière, enfin c'est vieux comme le monde ce genre de réflexe. Alors que les arbitres n'ont aucun intérêt à avantager ou désavantager un club. Bien sûr que non. Moi je crois vraiment, pour bien connaître le milieu des arbitres français, pour en connaître pas mal quelques-uns comme ça, en discuter régulièrement avec eux, ce sont des types évidemment très honnêtes, qui sont pas là pour favoriser un club plutôt qu'un autre. Qu'il y ait des arbitres qui soient pas au niveau, ça c'est probable, pour plein de raisons qu'on pourrait analyser longuement, mais c'est un problème qui est général déjà en championnat, dans le sport français, puisque rappelez-vous, la saison de Ligue 1 a été émaillée de polémiques sur l'arbitrage. J'y viens. La saison de hand s'est terminée par un gros coup de gueule de Vincent Gérard, le gardien international, à l'encontre du corps arbitral sur le dernier match que Montpellier va perdre à Saint-Raphaël, qui lui fait quasiment perdre le titre de champion à ce moment-là. Enfin bref, il y a eu beaucoup de polémiques, et il y a d'une manière générale une polémique. Il y a un vrai souci avec l'arbitrage. On ne peut pas le nier, on ne peut pas simplement être aveugle en disant ouais mais bon, ça s'équilibre sur une saison, les fautes d'arbitrage, etc. Et puis c'est juste un match, c'est un coup de gueule. Bref, c'est la frustration. Oui, il y a de la frustration chez Paul Lacombe, et c'est pour ça qu'il ne doit pas être, tu as raison Amaury, qu'il ne doit pas être sanctionné, si tant est qu'il soit sanctionné ce soir. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que je pense qu'il y a un vrai problème, qu'il va falloir mettre les choses sur la table. D'une manière générale, dans le sport pro français, on n'est pas encore au niveau de l'arbitrage. Et il n'est pas dit que ce soit facile à régler, parce que Maxime sera d'accord avec nous, ils ont le même problème en ce moment en NBA, et c'est sans fin, parce que de toute façon il y aura la version des joueurs, la version des ceux qui vont décider, de la fédération, de la ligue. Donc c'est sans fin. Il y aura toujours des problèmes avec les arbitres. En NBA, il y a eu une relève de la garde. En fait, il y a eu pas mal d'anciens arbitres qui sont partis à la retraite. Et c'est vrai que voilà, c'est une ligue où il y a moins de joueurs que d'autres. Je pense à d'autres sports américains où la relation arbitre-joueur se fait au fil des années. Et donc les joueurs trouvaient que ça s'était un petit peu perdu. Alors je sais pas si est-ce que l'association ou le syndicat des arbitres a un compte Twitter en France.
Je crois, oui, il me semble. Je te garantis pas que je le suis, mais il me semble qu'il en a un. Ouais. Non, parce que le syndicat des arbitres de NBA, lors du match 3, a mis en place une ref watch party. Donc, plusieurs arbitres ont regardé le match avec le compte Twitter, branché sur le compte Twitter, et apporté des petites explications supplémentaires sur les différentes décisions qui ont été prises sur le terrain. Et c'est vrai que les gens ont bien aimé parce que ça a apporté des éclairages sur beaucoup de choses, notamment pourquoi, par exemple, certaines décisions ont été manquées, le placement des arbitres, des choses comme ça. C'est un côté pédagogique qui est plutôt sympa dans l'absolu, mais moi sur Twitter, j'imagine que la première grosse décision importante qui fera polémique, ça va être l'incendie complet, quoi. Ça peut partir complètement. Je suis pas sûr qu'en France ça soit autant suivi. Oui, aussi, oui. Bon, après sur du foot peut-être. Oui. Sur du basket, effectivement un peu moins, ou en tout cas ce sera beaucoup suivi par les Limougeaux, mais par les autres beaucoup moins. Bon, messieurs, il va être temps de conclure. Un grand merci. Vous avez tous un petit mot, je crois, à dire avant de rendre l'antenne. J'en profite pour passer un petit message. Je serai aux commandes du site cette nuit pour commenter le match 4, comme depuis le début des séries. Et j'invite les internautes, s'ils le souhaitent, à venir poser leurs questions à partir de 1h du matin pour patienter jusqu'à 3h. Donc c'est en direct sur le site de l'équipe. Un petit coup de cœur, Arnaud, aussi. Je vends mon fer à repasser. Non, pardon. Non, juste un petit coup de cœur sur le hors-série que les éditions L'Équipe viennent de mettre au monde. C'est un hors-série qui est vendu dans les kiosques. Vous trouverez ça sans souci et qui a été établi à l'occasion des 20 ans du dernier titre du GOAT Michael Jordan avec les Bulls en 98. Donc il y a tout ce qu'il faut savoir en gros sur la carrière de Michael Jordan en NBA. Il est très bien fait, franchement. Beaucoup de papiers d'époque, Jean-Luc Thomas, François Brassamin, Arnaud Lecomte, Pascal Coville. Il y a des vieux papiers recyclés, c'est pas mal. Et puis il y a des papiers originaux aussi, beaucoup. Il y a beaucoup de jolies photos d'époque, etc. Franchement, c'est un joli truc, je vous le conseille vivement. Eh ben, c'est entendu. Merci également Max, à très bientôt, bonne fin de finale. On se retrouve la semaine prochaine pour sans doute, peut-être, le dernier podcast de la saison. Ben oui, par ordre de finale, de fin de finale, de draft, peut-être, de tout ce genre de choses. Ou de match 7. Ou de match 7. Tu vois, t'es pas encore en vacances, Max. Merci Amaury, merci Arnaud, à bientôt, bye bye. Salut.